Président William Ruto n'a plus la voix d'un homme au pouvoir. Il ne supplie ni le Parlement, ni les diplomates, mais les manifestants de la génération Z qui remplissent les rues de Nairobi. Sa voix, jadis tranchante et autoritaire, tremble désormais alors qu'il les implore de ne pas brûler leur pays. Mais c'est pas du feu qu'ils répandent, c'est une question. Une phrase portée comme un murmure à travers un continent. Pourquoi les Africains aiment-ils Traoré? Pendant ce temps au Kenya, même la police, oui, la police, crie « ça suffit ». Cette question gronde comme la foudre dans la nuit. Et si vous suivez la politique africaine, vous savez que c'est pas un simple accès de colère, c'est un tournant. Au Burkina Faso, un jeune capitaine nommé Ibrahim Traoré n'a pas seulement rejeté le FMI, il a rejeté la peur, il est descendu du podium, a refusé le confort de la distance et a choisi de se tenir pieds nus dans la poussière parmi son peuple, parlant simplement, agissant vite, faisant entièrement confiance. Et au Kenya, l'une des économies les plus développées d'Afrique de l'Est, ce ne sont pas les chômeurs ni les pauvres qui manifestent. Ce sont les policiers, les gardiens du système, la dernière couche d'obéissance. Ils ne veulent plus être les outils de l'exploitation, c'est pas de la politique. C'est un combat entre deux définitions du leadership. L'un qui insuffle la vie à une nation, l'autre qui l'épuise. Restez avec nous, car ce n'est pas juste une histoire. C'est l'avenir dont nos ancêtres rêvaient. Abonnez-vous et soutenez-nous pour une Afrique qui ne se courbe plus. Juillet 2024. Au cœur de Nairobi, l'inattendu s'est produit. Ce n'étaient pas les enseignants, ni les étudiants, ni même les syndicats. C'étaient les policiers armés, en uniforme, formés pour obéir, qui sont descendus dans la rue par milliers, scandant un seul mot assez fort pour ébranler les fondements du gouvernement. Assez. Ils n'ont pas parlé via des porteurs à parole. Ils n'ont pas négocié en privé. Certains ont arraché leur uniforme, retiré leur badge, et se sont tenus fièrement devant les caméras, annonçant leur démission, non pas seulement du service, mais d'un système qui ne servait plus ses propres protecteurs. C'était la première fois depuis des décennies que la police kenyane se retournait ouvertement contre le gouvernement qu'elle était censée défendre. Leurs griefs étaient légitimes. Des mois de salaire impayés, des indemnités supprimées, un avenir hypothéqué par les conditions du Fonds monétaire international. Sous la présidence de William Ruto, le Kenya a emprunté plus de 9 milliards de dollars aux bailleurs mondiaux depuis 2020 et 1. En contrepartie, le pays a dû appliquer une austérité drastique, réduction des salaires des fonctionnaires, suppression des subventions à l'éducation, gel des budgets de la santé. Pour la police, gardienne de l'ordre, ce n'était pas seulement un compte bancaire vide, c'était une insulte silencieuse. Comment appliquer la loi quand on se sent abandonné? Dans le même souffle historique, à travers le continent, au Burkina Faso, un autre leader adopte un comportement diamétralement opposé. Il n'y a pas eu de cortège motorisé, ni de lourde escorte, pas de bouclier anti-émeute ou de barrière. Le capitaine Ibrahim Traoré est simplement entré dans une foire éducative communautaire, s'est assis en tailleur, entouré d'enfants, de mères, d'anciens du village. Pas de rédacteur de discours ni de communicateur, juste une phrase, simple mais percutante, qui a voyagé plus vite que n'importe quel décret gouvernemental. Nous n'avons pas besoin de conditions de prêt, nous avons besoin de conditions de vie. Il n'y a pas eu d'applaudissements, juste un silence. Ce genre de silence qui survient quand des mots disent enfin ce que les gens pensent depuis des années. Que signifie que le même prêt du FMI pousse les protecteurs d'un pays à se révolter, tandis que dans un autre, les citoyens s'unissent derrière leur leader? Que révèle ce moment où les derniers défenseurs du système sont les premiers à s'en détourner? Si la police, la dernière barrière entre l'État et le chaos, n'a plus confiance, alors qu'est-ce qui tient encore la nation? Au Kenya, le président William Ruto a doublé la mise, des déclarations officielles, des accusations de désobéissance. Pourtant, le peuple a vu la vérité. Quand se payer pour obéir refuse d'obéir, c'est pas une rébellion, c'est une révélation. Le signe que le contrat social est si profondément fissuré que même la discipline ne peut plus masquer les lacunes. Pendant ce temps, au Burkina Faso, aucun slogan, aucune bannière, pas de chaos. Juste un mouvement discret. Une infirmière a proposé des classes du week-end pour les enfants déscolarisés. Une enseignante à la retraite a rouvert une salle de classe rurale avec des bancs en bois de récupération. Personne n'était payé, personne n'a été ordonné. Et pourtant, elles arrivaient encore et encore. Si le leadership ne se définit pas par des ordres, mais par des actions suivies, que sommes-nous en train de voir ici? Gouvernance par décret,
ou quelque chose de bien plus rare. Que devient un pays quand ceux en première ligne disent « nous n'y croyons plus » ? Et quel avenir se construit quand ailleurs des gens agissent sans qu'on leur ait demandé, simplement parce qu'on les a écoutés ? Au temps où les leaders africains s'expriment depuis des podiums de velours, protégés par du verre, entourés de protocoles, le capitaine Ibrahim creuse un autre espace, celui de la poussière rouge et de la respiration humaine. Il ne déroule pas un programme, il avance en posant une question, il n'a jamais promis d'augmenter les salaires, il n'a jamais quémandé de l'aide. Il n'a pas brandi de plan ou signé des mémorandums pour la photo, il s'est simplement exprimé devant un public modeste disant « Nous n'avons pas besoin de conditions de prêt, nous avons besoin de conditions de vie ». Cette phrase, mesurée, ancrée, brute, a frappé comme le tonnerre dans une vallée silencieuse. En refusant le prêt du FMI, Traoré n'a pas seulement rejeté un contrat, il a rejeté la logique selon laquelle les Africains doivent toujours choisir entre l'obéissance et la survie. La réaction internationale ne s'est pas fait attendre, les rédactions de Paris et Bruxelles l'ont qualifié d'imprudent. Les analystes à Washington ont parlé d'un risque d'effondrement. On a évoqué l'instabilité, l'impasse, un optimisme ingouvernable, mais au pays, dans les villes desséchées par le soleil, la réaction était tout autre. Une femme à Tankogo a murmuré « C'est la première fois qu'un leader dit « non en notre nom », pas seulement au sien. Ce non, silencieux, immuable, s'est propagé plus vite que tout décret. Le leadership de Traoré ne se montre pas sur scène. Il se révèle dans le silence. À sa panne, il est allé dans une école villageoise, a éteint le seul ventilateur pour que personne ne sue seul, et s'est assis pieds nus parmi des agriculteurs de bananes, des couturières, des orphelins. Pas de caméra, pas de communicateur, juste une question. Si vous étiez président et que vous deviez choisir, couperiez-vous sur les routes le diesel ou le déjeuner de votre fille ? Le public est resté silencieux, non pas par peur, mais par compréhension. Ce n'était pas un homme lisant une empathie toute faite. C'était un homme ayant retiré l'armure de l'autorité pour poser la même question que maintes nuits tenaient les mères réveillées. Et ce qui est venu ensuite ne s'est pas inscrit dans une loi, n'a pas été capté par la presse, mais cela s'est répandu. À Ouagadougou, des briqueteurs ont commencé à réparer les murs d'une maternité abandonnée. À Bobo-Dioulasso, des couturiers ont rouvert des classes comme coopératives pour filles. Personne n'a été embauché, personne n'a donné d'ordre, et pourtant, ils sont venus. Qu'est-ce qui mobilise les gens sans qu'on leur ordonne ? Qu'est-ce qui élève leur action sans argent versé ? Peut être que la réponse est plus simple qu'on le croit, la confiance, non pas en des institutions, mais en un homme qui s'assoit avec eux et écoute. Les conseillers occidentaux ont secoué la tête. « Ça ne durera pas », disait Tuya. Les gens ont besoin d'incitation. Mais le Burkina Faso démontrait ce qui précède l'économie. La foi restaurée peut déplacer des pierres plus lourdes que la peur ne l'a jamais fait. Un agriculteur a donné la moitié de sa récolte pour nourrir les bénévoles qui enseignaient. À Koudougou, un adolescent a repris une radio défaillante pour offrir un tutorat rural. Rien de cela n'était des projets ni des réformes, c'était des réponses nées non dans un budget, mais dans l'exemple d'un leader. Alors, dans un continent où les réformes naissent souvent des réunions de bailleurs, la vraie révolution ne commence-t-elle pas sur le terrain ? Avec une question, un regard, un silence partagé. Le capitaine Ibrahim n'a pas choisi les applaudissements des élites. Il a choisi le travail sincère de l'honnêteté. Et ces gens ont répondu non parce que on le leur a dit, mais parce qu'on leur a permis de croire qu'ils étaient assez. Alors lorsqu'il a demandé « Que couperiez-vous pour sauver l'école de votre voisin ?» La vraie réponse n'était pas dans le carburant, ni dans les routes, ni dans les rations. La vraie réponse était « Nous ne couperons rien, car nous bâtirons ensemble ». Au Kenya, le chemin avait été tracé. Le FMI serrant sa main, le président William Ruto a répondu exactement comme on lui demandait. Budget compressé, salaire gelé, TVA sur les produits de base augmentés, subventions retirées. Aucune consultation, aucun forum, aucun dialogue, que des ordres et des conséquences. Les rues de Nairobi se sont transformées en barricades. Infirmières, enseignants, fonctionnaires, tous étaient silencieux autrefois. Maintenant, ils rugissent. La police, déjà humiliée et sans salaire, avait ouvert la voie. Mais maintenant, le reste de la société suivait.
Et l'État n'a répondu ni par la compassion, ni par la correction, mais par des boucliers anti-émeutes, du gaz lacrymogène et du silence. Au même moment, au Burkina Faso, un autre genre de crise se profilait. Montée des prix, sécheresse, budget en berne. Mais le capitaine Ibrahim Traoré s'est refusé à tendre la main vers le FMI. Il a ouvert celle de son peuple. Ce qui a suivi n'était pas un plan de sauvetage, c'était un rassemblement. Sous la chaleur de Waïgouya, sous des tôles ou à l'ombre des palmiers, Traoré a convoqué un forum national. Non pas d'élite, mais d'agriculteurs, de sages-femmes, d'étudiants, de commerçants et de doyens. Chaque voix était comptée, chaque question permise, et celle qui les unissait était crûment honnête. Si nous devons serrer la ceinture, par où devons-nous commencer? Qui fauteuillis protéger en premier? Il n'y avait aucune promesse, aucun plan 5 ans, juste un acte brut et sans précédent de confiance. Et la suite a été miraculeuse. Un agriculteur, à Yako, a donné 3 hectares pour des coopératives agricoles. Un électricien à Thomas a réparé bénévolement une centrale hors service, redonnant la lumière à un village. Des enseignants à Fadane-Gourma ont ouvert des classes de cours. Dans les cours, nuit après nuit, école par école, brique par brique. Une nation se reconstruisait sans prêt, sans condition, juste la croyance. La dernière actualité du capitaine Ibrahim n'était plus sur ce qu'il avait rejeté, mais sur ce qu'il avait aidé à initier. Une culture de responsabilité, pas de résistance. Au Kenya, les nouvelles dépeignaient un tableau sombre, inflation à plus de 20%, transport public à l'arrêt, carburant hors de prix, denrées alimentaires doublées. Les organisations de la société civile ont lancé des commissions de justice financière pour exiger la transparence sur les 9 milliards de prêts au FMI. L'État ne répond pas avec des justifications, mais avec des camions blindés. Si le leadership se teste en période de rareté, que nous disent ces 2 histoires? L'un a imposé le sacrifice sans demander, l'autre a demandé avant de proposer, l'un a étouffé toute dissidence, l'autre s'est posé au cœur de celle-ci, l'un a demandé de la discipline, l'autre a inspiré la dignité. À Bobo Classo, un groupe d'étudiants universitaires a lancé une campagne publique intitulée « Nous sommes le plan B ». Leur message, si l'aide étrangère ne vient pas, la jeunesse deviendra la solution. Ils ont offert des cours gratuits, lancé des unités mobiles de santé, tout cela sans injonction de l'État, et l'État, remarquablement, ne les a pas arrêtés. Comparez cela avec Nairobi, là où les étudiants qui protestaient contre la hausse des frais étaient arrêtés, les enseignants exigeants du matériel de base étaient traités d'ennemis du développement, et la recherche de transparence était qualifiée de subversion. 2 crises, un même continent, mais une réponse a inspiré de l'espoir, l'autre n'a suscité que l'épuisement. Que dit le pouvoir quand le silence doit être imposé, et que dit un peuple quand l'action n'est non pas d'ordre, mais de la confiance? La dernière actualité du Burkina Faso n'est plus mesurée par des classements étrangers. Elle se mesure par quelque chose de plus rare, des gens qui se lèvent non par protestation, mais par participation, parce que un jour, quelqu'un a écouté. Choisissez de dire « Amen » dans les commentaires si vous pensez que c'est ce dont l'Afrique avait besoin depuis longtemps. Parce que peut-être, la véritable révolution ne commence pas par les élections, mais quand les gens cessent d'attendre pour commencer à construire, quelques semaines après que le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé l'expansion du programme de réforme foncière au Burkina Faso, un mouvement audacieux visant à transférer les terres d'État aux agriculteurs communautaires. La réponse des institutions financières internationales a été rapide, mais discrète. Au début du mois de mai, 3 grandes agences de notation ont simultanément rabaissé la note du Burkina Faso, évoquant l'imprévisibilité politique, le manque d'alignement fiscal et l'absence de confiance des investisseurs étrangers. Fin du mois, les transferts internationaux vers certaines institutions publiques ont été gelés. 2 importants financements d'aides bloqués, sans explication. Les médias occidentaux ont sonné l'alarme, le Burkina Faso risque l'isolement économique, un exode des investissements commence, mais à l'intérieur du pays, on savait quoi? Ce refus de s'incliner devant le FMI avait déclenché quelque chose de plus profond. L'université de Ouagadougou, longtemps dépendante des subventions européennes, a reçu un avis officiel, son financement a été coupé immédiatement. La raison invoquée, le programme n'était plus conforme aux standards académiques mondiaux, les étudiants et professeurs y ont vu clair, ce n'était pas leur contenu qui avait changé, c'était leur gouvernement. Que font la plupart des pays quand l'argent s'arrête? Annuler les cours, fermer des départements,
mettre la clé sous la porte. Le Burkina Faso n'a rien fait de tout cela. Les professeurs ont continué à enseigner sur les toits, sous les arbres, à la craie des tableaux récupérés. Sans électricité, ils enseignaient à la lumière du jour. Sans salaire, ils enseignaient par conviction. À Kaya, des agriculteurs ont transformé leur remise en école du week-end, enseignant non plus à partir de manuels importés, mais de leur propre expérience. Comment reconnaître les sols fertiles, prévoir la pluie, gérer un marché local. À Tankogo, des mères apprenaient la lecture en chansons de prière ou à partir des règlements du marché. À Gawa, des forgerons animaient des ateliers pour adolescents sur la réparation de métaux, transmettant des savoir-faire longtemps ignorés. Rien n'était commandé par le gouvernement, rien n'était rémunéré, mais personne n'attendait. Ils n'ont pas manifesté devant les ambassades, ils n'ont pas réclamé que l'aide revienne, ils ont commencé simplement à réapprendre, redonner, reconstruire. L'éducation devint un outil, non plus de construction étatique, mais de construction d'âme. Et cela ne s'est pas fait dans le silence. Cela s'est fait dans des 1001 actes de chœur. Une mère a expliqué « Je suis en train d'enseigner l'algèbre quand l'école est fermée parce que les nombres peuvent aussi nous défendre. » Peut-être avait-elle raison. Le pays avait été attaqué par des chiffres, la chute des notes, les financements coupés, les transferts interrompus, mais il a répondu avec ses propres chiffres, en les enseignant, en les réappropriant, en les transformant en armes de conscience. Dans un monde où le contrôle s'habille souvent en conformité, le Burkina Faso a trouvé un moyen de résister sans bruit. Pas de slogan, pas de manifestation, juste l'enseignement, le partage, la survie selon leurs propres termes. Ils attendaient pas d'être validés par un label ou une accréditation, ils ont passé le savoir quand même des fermiers aux enfants, des ingénieurs aux pères, des anciens qui voulaient bien écouter. Parce que lorsqu'un pays est délesté de ses financements, mais pas de sa foi, il trouve un nouveau mode de croissance. Ils n'ont pas pu arrêter le peuple, alors ils ont tenté de stopper le crédit, mais même sous blocus financier, les gens ne sont pas tombés. Ils se sont élevés, une craie, une leçon, un village, à la fois. À la mi-juillet, le mouvement au Kenya avait dépassé les lignes de police. Il s'était infiltré dans les salles de classe, les cliniques et les campus. Les enseignants ont fait grève pour protester contre les salaires gelés. Les infirmières ont organisé des veillées silencieuses devant les hôpitaux fermés. Les étudiants universitaires tenaient des sit-ins exigeant la transparence sur le prêt de 9 milliards. Les rues n'appartenaient plus à l'État. Elles appartenaient à la voix du mécontentement. Ce qui avait commencé avec des policiers désarmés retirant leur badge s'était transformé en une vague nationale. Mais cette vague n'avait rien construit. Elle avait tout cassé. La confiance, la communication, l'espoir. Chaque slogan vibrait d'épuisement. Chaque manifestation révélait l'abîme entre la politique et la vie réelle. À Nairobi, des pancartes proclamaient « Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes punis ». Devant le Parlement, un étudiant écrivait au mur « La dette est le nouveau dictateur ». Les slogans étaient forts, mais le silence du leadership était assourdissant. Le président William Ruto, technocrate autrefois admiré, était devenu le visage de la soumission économique. Ses discours sur la responsabilité budgétaire sonnaient creux dans un pays où le pain avait doublé en 6 mois, l'électricité était rationnée et où les enseignants n'avaient pas encaissé un salaire en un trimestre. Puis, les nouvelles ont commencé à arriver du Burkina Faso, non pas des gros médias, mais des WhatsApp, Telegram et radios panafricaines. À Bobo-Dioulasso, des jeunes ingénieurs ont remis en service 10 machines agricoles abandonnées, utilisant seulement des pièces récupérées. À Waïgouya, des femmes ont formé des coopératives de boulangerie utilisant des céréales locales pour remplacer les importations coûteuses. À Gawa, des volontaires radio diffusaient des leçons nocturnes pour enfants ruraux, mêlant histoire, chansons et énigmes. Personne ne le leur avait demandé. Personne n'avait offert de bonus ni formulé de menaces. Ils sont passés à l'action parce que quelqu'un les a écoutés. Le capitaine Ibrahim Traoré ne leur avait pas donné d'ordre, il les avait inspirés, et une fois que les gens se sentent acteurs, ils n'attendent plus, ils agissent. Il n'y a pas eu de manifestation, pas de flambée, pas de slogan, mais il y a eu du mouvement. Un mouvement qui transforme les nations silencieusement et définitivement. Ce qui n'a différence entre ces deux nations face à une crise économique semblable n'est pas une question de politique. C'est une question de participation versus exclusion.
Au Kenya, les gens se sont sentis exclus. Au Burkina Faso, ils se sont sentis invités. Et cela a tout changé. Quand des femmes à Tinkogo cuisent du pain au mil plutôt qu'avec du blé importé, elles ne font pas que réduire les coûts. Elles reconquièrent la souveraineté. Quand les étudiants s'enseignent entre eux avec des fiches bricolées, ils ne compensent pas, ils bâtissent une résilience future. Quand les agriculteurs refusent les engrais importés au profit du compost, ils ne sont pas en train de rejeter la modernité, ils la redéfinissent selon leurs propres termes. C'est pas une question d'optimisme, c'est une question de légitimité. Au Kenya, la colère a germé parce que personne n'écoutait. Au Burkina Faso, l'action s'est levée parce que quelqu'un, écoutait. Alors, la question qui traverse ce continent est simple et profonde. Qu'est-ce qui construit une révolution durable? La résistance en colère ou la responsabilité éveillée? Deux nations, un même carrefour historique, deux chemins si différents que leurs empreintes, semblent ne plus appartenir au même continent. Au Kenya, les rues se remplissent de protestations, mais aussi de désespoir silencieux. La confiance qui unissait autrefois, les institutions s'est érodée sous le poids des salaires impayés et des décisions prises loin des vies réelles. Les enseignants posent leur stylo. Les infirmières quittent des salles de soins vides. Les étudiants portent des pancartes au lieu de livres. Ce n'est pas seulement une révolte contre l'austérité, mais contre le fait d'être invisible. Au Burkina Faso, quelque chose de plus discret, et pourtant plus puissant, s'est levé. Pas de slogan, pas de protestation, mais des gens qui réparent, construisent, enseignent, non parce qu'ils espéraient davantage, mais parce qu'on leur a démonté qu'ils étaient suffisants. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas offert de miracle. Il a offert une confiance, et cette confiance, une fois accordée, a grandi plus vite que n'importe quelle aide. Alors, si vous vous êtes demandé quel leader l'Afrique a réellement besoin, un orateur dans un palais ou un homme silencieux aux pieds nus dans la poussière, pensez à Traoré et à Ruto, et demandez-vous, où placeriez-vous votre confiance? Nous voulons entendre votre voix. Que ressentez-vous en comparant les chemins de William Ruto et d'Ibrahim Traoré? Qu'est-ce que cela signifie pour votre famille, vos enfants, votre avenir? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si vous croyez en cette nouvelle révolution, écrivez-le dans les commentaires. Si cette histoire a fait vibrer quelque chose en vous, ne passez pas à côté, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Ils ont trop longtemps caché notre histoire. Parlons haut à notre futur. Merci d'être là, on se voit dans la prochaine histoire, les stratèges.